Radio Vie Meilleure vous propose une émission pour réagir face à la discrimination. Avec Sonia Tésor, coach professionnel, découvrez des outils, des clés et des apports du coaching dans InfoPro. Salutations à tous, on se retrouve dans notre espace InfoPro où nous vous proposons régulièrement des émissions à thème avec des professionnels. Et toute cette semaine, nous sommes avec un coach, Sonia Tésor, bonjour. Bonjour Jessie, bonjour. Alors avec vous, toute cette semaine, on parle de discrimination. Nous avons déjà bien avancé sur ce thème. Et aujourd'hui, nous allons mettre l'accent plus sur le rôle de la lutte contre les discriminations au niveau de l'éducation. Alors, juste avant, je vous propose que l'on fasse un résumé, un récapitulatif de tout ce que nous avons pu dire, de manière à ce qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, et puis on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Eh bien, effectivement, commençons par cela, comme ça on sera tous à niveau. Alors, premièrement, nous avons vu que nos actes discriminants prennent source dans nos pensées discriminantes et que tous, nous pouvons potentiellement être celui qui discrimine. Parce qu'en fait, discriminer, c'est faire une distinction entre une personne ou un groupe A par rapport à une personne ou un groupe B et décider soi-même que cette personne-là, on va lui appliquer un traitement qui lui est préjudiciable ou défavorable. Chemin faisant, en fait, le mécanisme de pensée est le suivant, c'est de se dire que l'autre, potentiellement, n'a pas la même valeur, n'a pas l'égal de ce que nous sommes ou de notre groupe de personnes. Deuxièmement, c'est d'avoir quelque part la crainte que cette personne qui est différente soit une menace pour nous et donc la volonté, par peur, de se protéger et en particulier de protéger nos avantages, nos bénéfices. Ça, c'était l'objet de la première émission et surtout, nous avons vu, donc en nous mettant dans la peau du discriminé, comment ça pouvait avoir une influence dans comprendre mieux quel est en fait le raisonnement de cette personne qui discrimine l'autre. Alors ça, c'est pour la première émission. Exact. Alors maintenant, pour la deuxième émission, nous avons abordé encore un autre aspect tout aussi intéressant dans le cadre de la discrimination. Est-ce qu'on peut aussi faire un point là-dessus? Exact. Alors, lors de notre deuxième rencontre, nous avons vu qu'en fait, les émotions, et en particulier, cette fois-ci, on s'est placé du côté de celui qui est discriminé. Donc, du coup, nous sommes placés de ce côté-là en étudiant un peu ces émotions, en se disant, en réalité, les émotions sont utiles, elles sont nécessaires, elles sont naturelles. Et donc du coup, au lieu de les combattre, ce qu'il est préférable de faire, c'est d'apprendre à les décrypter, d'apprendre à les comprendre et ensuite à les utiliser pour notre propre bénéfice. Et dans le cadre de la troisième émission, on a parlé d'un fameux triangle, celui de Karpman. Oui, exactement, très bien, le triangle de Karpman. Alors, du coup, nous avons vu aussi que dans ce triangle, il peut y avoir un cercle dans lequel nous tournons en rond, en rond, en rond et en rond, un cercle en fait qui nous est plutôt défavorable parce que c'est un cercle vicieux. Et ce triangle est représenté par trois côtés, la victime, le bourreau et le sauveur. Le bourreau, on dit aussi le persécuteur d'ailleurs. Et donc, il nous est possible, si on le décide, si on le souhaite, soit briser le cercle, soit sortir ce cercle de ce triangle, mais que quand même la solution la plus pérenne et la plus intéressante, c'était quand même de transformer ce cercle vicieux en un cercle vertueux. Alors, ce serait intéressant que l'on aille un petit peu plus loin sur ces croyances que nous avons sur nous-mêmes, puisqu'on se rend compte qu'on a des croyances tout au long de ces émissions que nous avons eues. On se rend compte que ces croyances impactent notre vie, soit sur le plan professionnel, je pense à votre ami, soit sur le plan privé, personnel, social. Alors, ce serait intéressant qu'on aille plus loin sur ces croyances-là et aussi qu'on puisse voir comment ces croyances peuvent impacter nos attitudes, peuvent impacter nos quotidiens et comment les connaître, ces croyances. Comment arriver à se dire que ça, c'est une croyance
ou autre chose. Ou autre chose. Voilà. Alors, en fait, ce qu'il faut bien retenir, en réalité, c'est que nos croyances, elles ne sortent pas de nulle part avant notre naissance et elles ne vont pas nulle part à notre mort. Ça, c'est pas la réalité. Qui plus est, nos croyances, tout au long de notre vie, influencent nos décisions, nos choix et en fait, soit elles nous entravent dans le développement, le potentiel développement que nous souhaiterions avoir, ou soit elles nous aident, elles nous propulsent, elles nous donnent une certaine dynamique. Et donc, si elles nous viennent de quelqu'un et que nous, ensuite, nous allons forcément les transmettre. Donc, l'idée, aujourd'hui, c'est de se dire en quoi certaines des croyances qui nous ont été inculquées ont pu avoir un impact sur, aujourd'hui, notre personnalité et la façon dont on voit le monde. Et donc, notamment, potentiellement, où on se place en situation d'être discriminé ou en position d'être celui qui discrimine l'autre. Alors justement, dans le cadre de cette discrimination, en coaching, les croyances, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, puisqu'on avait dit que nous vous offrons des clés, des outils, mais aussi des apports de coaching dans le cadre de ça. Donc pour les croyances, qu'est-ce que l'on peut dire? En fait, une croyance, c'est ce en quoi je crois. C'est ce qui va m'aider à décider exactement comme les valeurs. Les valeurs, ce sont des critères. Les croyances, c'est un système global de pensée que je décide que ça, j'y crois. Que ce soit dans la réalité, hein, vrai ou pas, qu'importe, moi, j'y crois. Et surtout, alors, ce qu'il faut bien entendre, c'est que ça constitue, c'est une partie intégrante de ma personnalité, une partie intégrante de mon identité. Et donc, je peux avoir des croyances limitantes qui entravent donc mon processus, comme je peux avoir des croyances aidantes qui, comme je le disais tout à l'heure, me propulsent. En gros, ce en quoi je crois, ça va conditionner et ça va conditionner et c'est ce qui va dire ce que je vais obtenir dans la vie ou ce que je ne vais pas obtenir dans la vie. Et donc, il est important d'être particulièrement très au clair par rapport à ça. Et il faut savoir aussi que nos croyances, pour certaines, enfin pour beaucoup, viennent de notre entourage. Exemple, moi je vais donner des croyances, limitantes et vous, Jessie, je vous propose de nous donner une ou deux croyances pour vous qui vous ont été tout au long de votre vie aidantes. D'accord? Donc, des croyances, premièrement des croyances limitantes. Les traits négroïdes et les cheveux crépus ne sont pas beaux. Un exemple. Je peux donner un deuxième exemple. Oui. Une personne ayant un handicap est une personne qui est diminuée et donc qui potentiellement m'est inférieure. Voilà, qui moi, par rapport à moi, qui ne semble pas avoir de handicap. Autre chose, les Arabes sont des voleurs. J'ai déjà entendu ça. Ou ce qui est vieux est obsolète. Et donc, du coup, tout ce qui est vieux doit être jeté, remplacé, mis au placard. C'est un poids pour la société. Alors, imaginez quand il s'agit des personnes âgées. Ça, absolument, c'est pas cool. Absolument. Exercer un métier noble, eh bien, c'est forcément être médecin, avocat et ce type de profession. Ou encore, travailler, c'est pour payer les factures. Ou d'autres personnes pensent au contraire que travailler, c'est pour les pauvres. Ça, ce sont des croyances qui, du coup, est-ce qu'elles sont réellement positives et est-ce qu'elles font du bien à tout le monde? Maintenant, dans les croyances aidantes, positives que vous avez dans votre vie, qui vous ont à chaque fois aidé et permis d'avancer. Alors, par exemple, et je pense que cette croyance-là, beaucoup l'ont, et qui aide énormément, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Pas mal, j'aime bien. Voilà. Autre chose, la différence enrichit. La différence enrichit. Voilà, ça enrichit. Il y a peut-être d'autres. Par exemple, les murs, ça n'existe pas. C'est nous qui les mettons, les murs. On dirait qu'on fait référence à une certaine rénovation. Absolument. Les murs n'existent pas. C'est nous qui on a la possibilité de repousser les murs. Les murs, ça, on peut les repousser, ou les faire tomber, tout simplement. Voir plus grand, pour se sentir libre, pour respirer. C'est nous qui mettons des limites et il y a possibilité d'aller au-delà.
Exact. Voilà, il faut le vouloir. Super. Ben là, c'est très intéressant, en fait, ce que vous venez de dire, parce qu'en réalité, quand on les identifie, ces croyances, quand on les comprend, ces croyances, ça nous permet, en fait, ensuite, nous, puisqu'on les a comprises, on en est consciente, on peut les transmettre. Mais on peut surtout transmettre à nos enfants d'apprendre à avoir un certain raisonnement. Pourquoi il y a ces croyances-là? D'où viennent ces croyances-là? Sois curieux, va voir à l'origine qu'est-ce qui a provoqué le fait qu'on ait cette croyance-là. Et pose-toi des questions. Elles sont justes, ces croyances-là? Elles sont vraies? Ou c'est simplement parce que tu as eu des expériences, une, deux, qui ont fait que du coup, ça a appuyé sur le fait que potentiellement ça pouvait être vrai? En fait, il y a vraiment un intérêt à avoir de la curiosité. Pourquoi? Parce que la curiosité aussi, cet intérêt-là, c'est de se remettre potentiellement en question et de s'interroger sur ce en quoi on croit. Si c'est vrai, ça va forcément quelque part revenir à un moment ou à un autre. Et donc nous en coaching, on utilise beaucoup l'analyse des croyances de nos clients. Alors ma question est la suivante, est-ce que dans notre culture, notre éducation, nous avons été habitués à analyser, à repérer, à... on va dire, identifier nos valeurs et nos croyances. Oui, et ensuite les transmettre à nos enfants, les enseigner, etc. Est-ce qu'on a été habitué à cela dans notre éducation? Je pense honnêtement que certaines d'entre elles sont conscientes. D'autres, en revanche, pour moi, ne le sont pas réellement. Ce sont plus des sortes de pilotes automatiques sur lesquels on nous a mis et que nous avons intégrés et qui du coup dirigent notre vie. Ces pilotes automatiques, en fait, ce sont des drivers. D'accord? Et ces drivers, ce sont des messages contraignants que nos parents ont pu nous transmettre. Et à force de répétition, on les a intégrés. Et pour nous, c'est une manière de répondre à, en fait, la question « Comment être reconnu ?» Comment être aimé? Comment donner à l'autre la satisfaction? Comment être apprécié? Sauf que chemin faisant, à force de les avoir intégrés, et ben sans réfléchir, et on fait appel à ces drivers pour pouvoir prendre des décisions. Et des drivers, on en a catégorisé plusieurs. Les 5 principaux, je vais vous les citer. Alors juste avant, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que driver? Un driver, c'est un message contraignant. Un message contraignant. Voilà, qui nous met sur, en gros, à force de répétition au cours de l'enfance, sur pilote automatique et qui va ressortir de façon automatique sans qu'on soit réellement conscient pour nous guider dans notre attitude et dans notre façon d'agir au quotidien. Et ces drivers-là, nous en avons plusieurs qui existent. Ça a été décrit par Eric Berne, qui est en fait le professeur de Stephen Karpman que nous avons vu hier avec le triangle. Aujourd'hui, nous voyons plus une notion qui a été introduite par Eric Berne et qui dit qu'il y a plusieurs drivers. Donc, premièrement, il y a le sois fort, le sois parfait, le dépêche-toi, le fais des efforts et le fais plaisir. Et aujourd'hui, ce que je vous propose de voir, parce que ça aura une incidence sur notre attitude en tant que personne qui discrimine ou personne discriminée, c'est le sois fort et le sois parfait. Eh bien, on y va pour le sois fort. On commence par le sois fort. Par le sois fort. Ok, go. Alors, le sois fort. Et là, je vais faire une spéciale dédicace à toutes ces femmes antillaises, ces femmes non, ces femmes potomitans, ces mounas qui pas qu'à plier. Quand une jeune fille entend ça, pendant toute son enfance, qu'est-ce qu'elle se dit mentalement? Elle se dit qu'elle est un pilier. Et un pilier, ça ne plie pas, hein, de préférence, parce que si le pilier a plié, la maison n'est plus là. D'accord? Donc, elle est debout, elle est forte, elle est résistante, elle est, voilà, c'est une solide. Alors, le garçon entend la même chose dans la fratrie, mais du coup, ça ne fait pas le même résultat. Chez lui, on est bien d'accord. Mais par exemple, si c'est un garçon, on aura tendance à dire « Mais écoute, t'es un garçon, les garçons, ça ne pleure pas, c'est les chachottes qui pleurent. » Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a tendance à se dire eh ben, « Pour montrer et être reconnu, être apprécié, il faut que je sois un homme et moi, je ne pleure pas. » Voilà. Oui, mais alors, c'est bien. Mais quelque part, ça leur dit que pour être fort, il faut soit ignorer ses faiblesses, soit ne pas être à l'écoute des émotions de tristesse que l'on pourrait ressentir. Et donc, ça nous apprend à les masquer, à les biaiser. Est-ce qu'au final, sur le long terme, c'est bon? Nous allons voir que pas forcément. Mais en tout cas,
il y a quand même quelque chose de positif à ces messages contraignants, en tout cas dans un premier temps, c'est qu'une personne qui est élevée avec ce driver, ce message contraignant de soi fort, ce sera une personne qui sera très responsable. Ce sera une personne à qui on pourra confier. Il y a quand même des avantages. Il y a donc des avantages. Sinon, quel est l'intérêt de le faire? On ne le donnerait pas à notre enfant s'il n'y avait pas d'avantages. Donc c'est bien pour ça qu'on le donne. Sauf Cependant, que des fois, il est contraignant. Exactement, il est contraignant parce que s'il y a une dérive, eh ben, on peut ne pas voir à quel moment il faut arrêter d'être soumis à ce pilote automatique et reprendre les rênes, voilà, le manche entre les mains pour pouvoir guider notre avion dorénavant à vue. Et donc, ce sont des personnes, donc je disais, les soiforts, et gèrent très bien les dossiers. En période de crise, ce sont des personnes sur qui on peut vraiment compter parce qu'elles résistent à la pression. Très bien. Alors justement, pour ceux qui arrivent à l'instant, nous sommes dans notre espace InfoPro sur ce thème très intéressant qui est la discrimination. Et aujourd'hui, on voit plus ce thème-là en termes d'éducation au niveau de nos enfants. Et là, nous sommes sur ces messages contraignants, c'est vrai, avec de nombreux avantages, des messages qui nous aident à être forts, à être plus responsables et puis à tenir devant des situations, mais aussi des messages qui ont des revers. Il y a le revers de la médaille par rapport à ces messages. Et donc, si vous le voulez bien, je souhaiterais que l'on puisse justement voir ces revers de la médaille. Par exemple, quel pourrait être le revers de la médaille de quelqu'un qui est toujours fort? De la frustration quand on n'arrive pas au bout de son objectif. C'est très bien. Effectivement. Alors, je vais reprendre cette notion-là juste après. La personne qui est forte, déjà, quand elle n'y arrive pas, effectivement, elle est très frustrée. Elle a du mal à entendre qu'elle n'y arrive pas. Et ça peut être bien parce qu'elle va devoir chercher des solutions. Donc jusque-là, ça reste positif. Cependant, elle a du mal aussi parfois à se remettre en question. C'est une personne qui peut être très coercitive avec les autres. C'est une personne qui ne peut pas des fois accepter la faiblesse qu'a l'autre. Parce que être faible, et ben, du coup, c'est pas être fort. C'est bien pour ça qu'on dit qu'il est faible. Et du coup, de décider, et là on voit où ça commence à déraper dans l'éducation, que ce qui est faible, étant donné qu'il n'est pas fort, il n'est pas forcément utile, et donc je peux m'autoriser le droit d'être son persécuteur, parce que ce que je veux, c'est qu'elle devienne aussi fort que moi, sauf qu'elle n'a pas les mêmes capacités, elle n'a pas les mêmes dons, parce que chacun son don, chacun sa capacité, et donc du coup on devient celui qui opprime. Voilà, donc ça c'est particulièrement contraignant pour l'autre qui vit avec cette personne-là, et donc du coup on est en train de former, mine de rien, si on ne donne pas de limites, on ne se donne pas de limites, des bons persécuteurs de Cartman en réalité, des bons discriminateurs, d'accord? Tout à fait. Mais c'est pas que pour les autres que c'est embêtant, parce que, d'accord, c'est embêtant, mais pas que pour les autres, pour lui aussi. C'est très embêtant en réalité parce que ce type de personnalité peut entraîner facilement vers le burn-out. Absolument. Voilà. Et là, c'est pas bon. Voilà. Alors, comment y remédier? Puisque certaines personnes doivent se dire que, bon, toute ma vie, j'ai été sur ce pilote automatique. Je n'ai pas su me remettre en question. Et comment faire? Est-ce qu'il faudrait peut-être ne plus avoir cette croyance, mettre de côté? Comment gérer? Comment y remédier? Eh bien, en fait, alors déjà, c'est en prendre conscience. On est bien d'accord qu'à chaque fois, vous verrez que c'est la solution que je donne. Moi, en tout cas, l'outil que je donne, c'est déjà de prendre conscience. C'est déjà d'accepter que c'est ainsi et que l'on est comme cela, mais qu'il y a forcément des outils, il y a forcément des personnes qui peuvent m'aider à sortir de ce système-là qui ne me convient pas. Et d'autant plus, c'est de se poser peut-être la question, de se dire... je suis fort, oui c'est bien, mais est-ce que je dois être tout le temps fort? Est-ce que je suis obligée d'être fort en toutes circonstances? Et puis c'est quoi être fort? Absolument. En réalité? Est-ce que c'est nier ses faiblesses? Est-ce que c'est nier les émotions que l'on ressente? Est-ce que c'est vraiment ça, être fort? Ou est-ce que c'est comprendre, analyser et se dire, ah ben tiens, là j'ai une faiblesse, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour le faire? Et puis s'autoriser à être triste
s'autoriser à ressentir, s'autoriser à ne pas, à ce moment-là, être fort. J'apprends le décès d'une personne que j'aime, ben, j'ai le droit d'être triste, c'est un droit et c'est même normal. Et donc du coup, l'autre, il n'est pas au même niveau que moi. Eh ben, peut-être qu'il est à un autre niveau alors que moi, Absolument. je ne suis pas à son niveau sur un autre domaine. Est-ce que je suis obligée d'être fort en toutes circonstances et dans tous les domaines? Absolument. Alors, pour cette partie Sois fort, je pense que nous avons vraiment fait un point là-dessus. J'aimerais que l'on poursuive, si on arrive au deuxième. Oui. Au deuxième, Sois parfait. Et là, en tout cas, en Guadeloupe, on a eu beaucoup de croyances, beaucoup de parents en tout cas, qui ont véhiculé, et c'est très bien, cette croyance auprès de leurs enfants. J'ai eu une histoire où jeune me racontait un peu son enfance. Lorsqu'il venait avec son bulletin de notes, son père lui demandait toujours la note du premier, c'est de combien? Mais c'était ma maman. Voilà. Et si toutefois la note du premier était 18 et lui 14, il dit non, c'est pas encore bon, il faut y aller. Non, c'est pas bon, il faut y aller. Donc, est-ce que c'est un peu ça, le Sois parfait? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, c'est un message qu'on va délivrer souvent à nos enfants pour les stimuler, pour les pousser, pour les motiver, en leur disant effectivement, le cas est précis et le cas est très bien choisi dans l'exemple que vous venez de donner, Jessie, c'est que en fait, on veut pousser l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit toujours, sois parfait. Soit parfait. Moi, j'ai une autre expérience à relater. En fait, c'est une dame qui me racontait au cours de son entretien, lors de mes bilans de compétences, que sa mère lui disait Ouja noué qu'on y est là, alors pas fait moins honte dans l'école à blanc là, s'il te plaît. Donc en fait, ça l'obligeait, elle, à toujours être au top niveau, au niveau de ses notes, mais aussi et surtout au niveau de son comportement qui devait être irréprochable tout le temps. En fait, on voit là bien qu'il y a deux croyances. Dans la société antillaise dans laquelle nous vivons, il y a quand même des stigmates, il y a quand même des croyances qui sont issues de la colonisation et de aujourd'hui, puisque nous continuons de vivre dans un clivage, souvent, quoi qu'on en dise, clivage noir-blanc. Et ça peut nous pousser des fois à avoir des comportements où on se dit il faut toujours être se prouver que l'on est et que l'on vaut quelque chose. Par exemple aussi dans la société guadeloupéenne dans laquelle on est, c'est une réalité, c'est un constat, on est très croyant. Et souvent, quand on a été élevé dans une croyance, une religion, on nous dit, comment dire, j'ai pu entendre par exemple, on sait en moun en religion, ok, d'accord, et puis on entend une autre personne qui dit derrière, vous en moun en religion, hein, mais pour ça, tout ça aura fait des mal, hein, en j'avoue, aura fait ça, aura fait ci, aura fait ça, aura fait ça. Donc en réalité, parce que, ou on sait alors moun pour en ceux qui religion, ne comprennent pas forcément le créole, est-ce qu'on peut leur expliquer? Exactement. Donc pour les personnes qui sont en religion, qui ont une foi, en fait, c'est de leur dire, ah ouais, tu es dans une foi, mais en fait, tu as des mauvais comportements sur ça, ça, ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est croyant, on n'a plus le droit de faire des erreurs. On est catalogué à un certain niveau et donc du coup ça nous met la pression et quand on fait des erreurs en tant que soi parfait, c'est plus compliqué. Alors est-ce que ça voudrait dire qu'on ne devrait pas pousser l'enfant à être bien? C'est-à-dire qu'en fait certaines personnes, en entendant le discours, pourraient dire alors qu'est-ce que je dois faire? Parce que mon enfant, j'aurais souhaité qu'il puisse avoir de très bonnes notes, voire même le premier. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi que de vouloir que mon enfant ait les meilleures notes. Ah ben non, bien sûr que non, on est bien d'accord. Donc là où on est en train de discuter, c'est sur les procédés, sur les outils que l'on utilise pour avoir ce résultat. On est d'accord. Exact. En fait, ce que je veux arriver à faire entendre, c'est qu'il faut être vigilant sur les discours répétitifs que l'on a envers les enfants et de bien comprendre que ça crée chez eux des mécanismes de façon à être reconnu, à être apprécié, à être aimé et que ça peut potentiellement avoir une dérive. Il est totalement sain pour un parent d'avoir envie de pousser son enfant vers le meilleur de son
potentiel. Ça, on est totalement d'accord là-dessus. Mais quelle est la limite, en fait, qu'il faut se donner dans le fait de pousser l'enfant sur cette voie-là? Si l'on sent que l'enfant, aujourd'hui, ça peut ne pas être ce qu'il a envie de faire, parce qu'on le pousse dans une direction qui nous convient à nous, en tant que parents, en fonction de nos croyances, mais que l'enfant a sa personnalité, ses capacités, et doit forger ses propres croyances, en réalité. Donc, si elle n'adhère pas à cette croyance-là, elle va toujours se retrouver entre deux et ne pas se sentir à l'aise et ne pas s'accomplir alors qu'elle a d'autres potentiels. Et le risque, il est là. Et donc, il peut rester dans le soi parfait tout le temps, mais en fonction de ce que l'autre veut de lui, mais pas en fonction de ce que lui, il pourrait vraiment pleinement exprimer. Et ce qui se passe, par exemple, dans le cadre où il deviendrait discriminé, c'est qu'il peut se retrouver parce qu'il a fait tel métier, telle étude, etc., à pratiquer une profession, mais c'est pas ça qui lui convient. Mais comme c'est ça la perfection vue dans la société et la famille, eh bien, il reste. Et au final, il se sent mal. Et comme il n'est pas optimum en fait dans sa performance, et ben l'autre a l'occasion de l'humilier, qui peut être celui qui le persécute notamment, et donc du coup il se retrouve là, mais il reste là. Il reste là parce que c'est là qu'est le bon chemin. Donc ce que je veux, c'est qu'on se donne la liberté de se dire, est-ce que ça, c'est bon pour moi et jusqu'à quel point j'en retire du bénéfice. Et à partir du moment où je n'en retire plus de bénéfice, je réfléchis. Alors, le soi parfait est souvent, avec les tolérances, on se rend compte que le soi parfait, pour les personnes qui font des erreurs, ça peut être embêtant. Ben oui, parce qu'il essaye toujours d'être parfait, lui. Donc, du coup, il est minutieux, il fait du travail de qualité, il prend beaucoup de temps pour faire une action, et parce qu'il veut que cette action soit parfaite. Est-ce que vous avez un exemple concret ? Alors, un exemple concret. Oui, j'ai eu à rencontrer quelqu'un en fait qui était que ça faisait un certain nombre d'années qu'elle travaillait dans un domaine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est une personne noire qui a fait des études, elle a eu son master et ensuite elle a trouvé un travail assez facilement. Et ça fait 5 ans qu'elle travaille dans la boîte. Au bout de ces 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Elle est très bonne, elle est vraiment très performante, elle connaît ses dossiers sur le bout des ongles, elle connaît toute la procédure, etc. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Quand il y a un poste de direction qui se libère, elle se dit, bon écoutez, je vais postuler, il n'y a pas de raison. Elle postule, elle passe l'entretien et elle n'est pas prise. C'est une autre personne qui est prise, qui a les mêmes compétences qu'elle, qui est d'origine caucasienne. Donc là, il n'y a pas de discrimination. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, comme je suis une soi parfaite, là maintenant, je vais me remettre en question, entre guillemets, et c'est peut-être parce que ce que j'ai fait n'était pas parfait. Donc du coup, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas été prise. Donc là, maintenant, je vais tout faire pour prouver que je suis parfaite et que j'ai raison et que c'est moi qui aurais dû être à ce poste-là. Donc elle cravache. 3 ans. Le poste se libère de nouveau, on refait des recrutements. Elle repostule, elle n'est pas prise. Pire, cette fois-ci, elle n'est pas prise au bénéfice, cette fois-ci, de quelqu'un qui est toujours d'origine caucasienne, mais qui n'a pas les compétences. Et là, elle se sent frustrée, elle se sent honteuse, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas normal. Et donc, elle reste à ce poste-là et elle se dit, on va bien finir par comprendre que j'ai raison, que je suis la meilleure dans ce poste-là, puisque en plus, cette personne qu'on a mis chef, eh ben, elle vient me demander à moi comment elle doit faire. Parce qu'elle n'a pas les compétences. Parce qu'elle n'a pas les compétences. Donc, c'est qu'ils vont bien finir par reconnaître à un moment que c'est bien moi qui ai les compétences. Donc, quand le poste va se libérer, je l'aurai. 10 ans passent, elle est toujours là, et elle n'a eu aucune augmentation, et elle est toujours là à expliquer à tout le monde, mais elle n'a toujours pas l'augmentation. Qu'est-ce qu'elle n'a pas perçu en voulant être parfaite sur cette tâche-là, qu'il y avait un contexte, le contexte qu'on lui donnerait jamais peut-être ce poste-là, et le contexte que peut-être économique, qu'il y avait la possibilité de proposer ses compétences ailleurs pour une autre boîte, puisqu'elle est compétente. Mais non, elle veut rester là, de façon très parfaite, montrer et se donner de l'angoisse pour qu'un dossier soit carré, alors qu'en réalité, pourquoi au final ne pas proposer ma compétence à quelqu'un d'autre? Et donc, changer mon point de vue. Absolument. Voilà. Alors, comment y remédier? Puisque face à l'exemple que vous venez de donner, c'est quand même 10 ans de
perdu quelque part, 10 ans de frustration, 10 ans où cette personne a dû passer des moments très difficiles, arriver en bout de carrière pour certains, même à la retraite pour d'autres, sans avoir eu à être à la place où elles auraient pu être. Comment y remédier? Eh bien, c'est exactement comme le soifeur. Se poser la question, est-ce que c'est obligé que je sois toujours parfaite à ce poste-là, dans cette entreprise-là? Est-ce que ma compétence ne peut pas être reconnue ailleurs? Et donc, du coup, se donner l'autorisation d'explorer le monde. Cette liberté de se dire, il n'y a pas que la Guadeloupe, après tout, il peut y avoir ailleurs dans le monde, et du coup revenir en se disant, voilà, j'ai réussi, peut-être ailleurs. Ou à mon compte. Ou à mon compte. Ou à mon compte, tout Ou à simplement. mon compte, exactement. Donc c'est vraiment se donner la possibilité, en fait, de changer d'angle de vue, de prendre du recul, mais je sais, et j'avoue, je sais, que ce n'est pas facile. Absolument. Parce que quand on a la tête comme ça, on a aussi un peu des œillères en étant soit parfait. D'où l'intérêt de consulter des professionnels, notamment des coachs ou encore autres. Aujourd'hui, on parle de coaching, mais comme vous disiez au départ, et c'était une très bonne chose de le souligner, le coach n'est pas parfait partout. Ah ben non, ça c'est vrai. Et il y a des domaines où ce sont d'autres spécialistes qui doivent prendre le relais. Et donc, apprendre à consulter, tout simplement. Apprendre à demander. Absolument, apprendre à demander de l'aide. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous pourrons dire sur ce thème? Alors, je rappelle, il s'agit aujourd'hui de discrimination, bien entendu, mais dans le cadre de l'éducation au niveau de nos enfants. Alors, qu'est-ce que nous pouvons donner comme éléments s'il faut retenir des outils ou repartir avec des clés pour aujourd'hui, lesquelles devons-nous avoir absolument entre les mains? Alors, que je sois une soie forte, donc pilotée par des raisonnements, enfin des croyances qui m'ont été inculquées, des messages contraignants qui jusqu'à présent me donnent l'idée que c'est ainsi et pas autrement que je vais être reconnue, aimée et appréciée, se rendre compte qu'on a justement ces pilotes, ce mode pilotage automatique qu'il faut peut-être pouvoir parfois remettre en question. Est-ce que, et se donner aussi, des autorisations. Est-ce que je suis toujours obligée d'être forte en toutes circonstances? Est-ce que la perfection doit se faire dans ce lieu-là et pas ailleurs, etc. Ça ne veut pas dire qu'être fort, c'est pas bon. Ça ne veut pas dire que aller vers le mieux à chaque fois d'étape en étape, ce n'est pas bon. Ce que je dis, c'est quelles sont les autorisations que je me donne et quelles sont les limites que je me donne pour pouvoir en fait ne pas être ni frustrée, ni en colère contre moi-même, ni culpabilisée sur le long terme. Voilà. Merci beaucoup Sonia Tésor pour toutes ces informations, ces clés, ces outils. Nous étions sur ce thème de la discrimination dans le cadre de l'éducation. Nous allons nous retrouver demain si Dieu le veut, certainement sur d'autres messages contraignants, peut-être. On va voir en fait plutôt comment cette fois-ci lâcher prise. Comment lâcher prise? Ça peut être sympa. Comment lâcher prise? Et vous avez déjà, je crois, un outil sur la table. Je laisse ça pour demain. Pour demain. Merci beaucoup d'avoir suivi cet espace Info Pro. On se retrouve demain si Dieu le veut pour la suite. Au revoir. Au revoir. C'était Info Pro avec Sonia Tésor sur la lutte contre les discriminations. Une émission offerte par Super Climat et la Galaxie du froid et de la climatisation.